Merci beaucoup. Rebonjour à tous. Donc nous revoilà pour une autre table monde. Cette fois, j'exige que vous me donniez vos smartphones et que je regarde. Non, je plaisante. En fait, on est là pour parler marketplace et partenariat au sein de Clever Cloud. En fait, on s'est demandé comment on pouvait commencer cette table ronde et après on s'est dit on allait vous faire très très peur en, en vous décrivant un contexte voilà, menaçant. Mais blague à part, en fait, l'idée c'était de dire aujourd'hui on est dans un contexte où on l'a vu hier à travers différents talks et même ce matin, la nécessité de créer cette troisième voie européenne est d'autant plus urgente. On a plein d'exemples comme ça. Par exemple, le 21 janvier, le lendemain de son investiture, Donald Trump annonçait le programme, le projet Stargate pour financer à coût de 500 milliards de dollars l'IA. Mais ce qui est aussi intéressant à noter, c'est sa volonté de déréguler tout le secteur pour prétendument favoriser l'innovation, etc. Et à côté de ça, on a par exemple d'autres patrons de la tech qui, par exemple, arrêtent des programmes de fact-checking et avec tout ce que ça implique sur la désinformation. Donc on voit effectivement qu'aujourd'hui, en fait, les menaces qu'on pensait lointaines se rapprochent de plus en plus et la nécessité pour nous en tant qu'Européens de construire finalement un numérique beaucoup plus souverain et qui correspond à nos principes se fait d'autant plus ressentir. Et pour corroborer ce que tu viens de dire, la semaine d'après, on a eu l'avènement de DeepSeek qui nous a montré comment on pouvait tracer un autre chemin, cette fois-ci de l'autre côté de l'océan Pacifique, avec la Chine qui pouvait avancer et montrer qu'elle était aussi en situation d'être leader technologique. Et donc, finalement, la problématique de travailler en écosystème, de créer de l'innovation, de créer de la richesse, de mobiliser nos compétences devient de plus en plus prégnante et se dessine comme étant la voie vers laquelle on doit pouvoir s'orienter pour pouvoir exister, nous, en tant qu'Européens, faire valoir nos prérogatives, nos façons de développer, nos économies, notre éthique, notre manière de vivre, nos cultures, et tout ça dans une approche collaborative. Et pour ça, on a réuni autour de la table des intervenants distingués, dont on vous présentera dans quelques minutes. Mais juste avant ça, je voudrais passer la main à nouveau à Sarah pour décrire la manière dont nous, on envisage de travailler en partenariat avec les différents acteurs. C'est ça. En fait, on s'est dit, on récapitule ça sous 3 points ou 3 axes pour simplifier finalement quelle est la vision et la démarche de alliance, partenariat au sein de Clever. Et en fait, tout ça s'articule autour de 3 points. Donc, premièrement, on part finalement des besoins de nos clients et on travaille en partenariat avec d'autres acteurs pour répondre à des besoins qui sont de plus en plus complexes et exigeants. On a par exemple, tu veux peut-être parler d'Elastic et ce qu'on a fait avec eux. Par exemple avec le fournisseur Elasticsearch, on est un des partenaires reconnus, un des seuls partenaires européens d'ailleurs qui fournit des fonctions avancées de Elasticsearch et qui reconnaît dans nous la capacité de diffuser de la technologie de très haut niveau. C'est ça. Le deuxième point, c'est l'innovation. Aujourd'hui, il faut faire émerger des innovations de rupture et pour ça, on travaille en consortium. On est avec Vates sur Renaissance, avec Jamspot sur Collab Next. On a un autre projet qui s'appelle HyperOpenX où en fait on est en consortium avec entre 13 acteurs cloud et edge européens. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire, on s'appuie sur les forces de chacun pour faire émerger des innovations. L'autre point, c'est de collaborer à l'open source à travers Biscuit, Sozu, et aussi de travailler avec des laboratoires de recherche comme avec l'IMT, où en fait on voit qu'effectivement sur ce point de l'innovation, c'est plus que nécessaire aujourd'hui de faire des partenariats académiques pour travailler là encore une fois sur des technologies de pointe et de rupture. Et troisième pilier, c'est la croissance économique, parce qu'on est tous là en représentant des entreprises, et donc on a besoin de financer tout ça, et on est là finalement pour proposer des services qui seront achetés. Donc trois piliers de notre stratégie de partenariat, dans lesquels on va s'approfondir maintenant dans la suite de ce panel. Peut-être on présente les invités ? Oui, tout à fait.
Alors, comment on fait? On procède. Je procède par ici. Donc, je pense qu'on a l'occasion de voir hier Alain, donc CEO de Jamspot. On a également comme invité Florent Zara de Eclipse, de la fondation Eclipse, Xavier Guimard de l'Inagora, Charles Schulz, on te présente plus, de Vates. And we have a special guest who came just for us. This part will be in English because Enrico, despite his all efforts, does not speak French enough or good enough so that in this conference. So Enrico, he's the Chief Revenue Officer of Dynamo Cloud, one of our partner. We talking about the way we develop the distribution of services across Europe and the world. Merci. Et donc, la première question qu'on avait, c'était pour Alain et Charles. C'était sur la nécessité justement de travailler en partenariat, en collaboration finalement à travers des consortiums. Donc, pourquoi c'est important et pourquoi le faire avec Clever Cloud? Peut-être Alain? Allez, je me lance. En fait, je pense que vous avez bien posé le décor. C'est-à-dire qu'on est face effectivement à des conglomérats qui, eux, sont des géants et qui font tout du sol au plafond, hein, quand on pense aux grands GAFAM. Et nous, par contre, on a la force du collectif. Et effectivement, cette capacité de travailler en réseau. Mais en fait, le tenseur se fait entre, d'un côté, il faut qu'on se mette ensemble pour avoir des offres plus fortes, mais d'un autre côté, il faut aussi que ces offres soient portées à la connaissance du public. C'est-à-dire quand on regarde, et c'est typiquement ce qu'on fait avec Collabnext. Et pourquoi est-ce qu'on travaille avec Clever et pourquoi est-ce que, par exemple, ça répond à ce problème-là? Collabnext, par exemple, on a donc une dizaine d'acteurs, mais donc les principaux, en gros, le principe, c'est de faire une suite collaborative alternative à Microsoft. On va dire les choses simplement, 80% du marché est pris Microsoft, il faut que ça cesse en Europe, et France 2030, donc l'Europe, a financé ça. Voilà. Donc pour ça, Jamspot, nous, on avait 80% du fonctionnel. Mais ça suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens achètent du Microsoft, ils achètent aussi de la sécurité. C'est pour ça qu'on a été chercher les gens de Wallix. Mais ils achètent aussi du cloud. Et donc, nous, on a été chercher le Clever Cloud. On a été justement, voilà, parce qu'on vous connaissait depuis un moment. Et donc, ça veut dire que quand quelqu'un achète du Collabnext, il a et de la sécurité, et le fonctionnel de la suite, et la partie cloud. Je pense que là, avec les 2 jours, on voit tout ce que vous avez en catalogue. Et c'est ça qui est pour moi la réussite de travailler en collectif, parce que c'est être ensemble, mais à un moment donné, il faut que le public aussi, pour eux, soit simple. Il ne faut pas qu'il y ait 10 acteurs devant eux. Et d'ailleurs, sur Collabnext, c'est nous qui portons l'offre. C'est nous qui vendons, disons les choses concrètement, Collabnext. En plus, on a un prix, c'est 9 € par utilisateur, donc en plus, c'est opposable. Hein, voilà. Et derrière, on construit une filière. Et c'est ça, pour moi, la réussite aussi de travailler ensemble. Il faut qu'on ait cette intelligence de se dire, des fois, on est partenaire, des fois, on est côté revendeur marketing. Et là, dans ces cas-là, c'est à nous de porter justement la marque, c'est à nous de porter à connaissance du client potentiel. Et pourquoi on le fait aussi avec Clever? Parce que vous répondez à toute la capacité technique, mais aussi parce que vous aussi, vous êtes dans cette dynamique-là. Vous avez votre marketplace, vous aussi, vous allez mettre les marques en avant. Donc on est vraiment dans une dynamique, là pour le coup, de win-win par rapport à ça, et on va grandir ensemble à travers ces produits. Voilà, c'est à la fois simple pour le client et par contre des fois difficile à mettre en place, mais on le fait très très bien avec des gens de bonne volonté, comme les gens autour de la table. Et alors, deuxième partenariat notable sur lequel on doit s'appesantir, c'est celui qu'on a tissé avec Vates, en particulier dans des projets, là pour le coup, qui sont des innovations fondationnelles pratiquement, hein, au niveau de l'infrastructure. Je te laisse expliquer. Oui, effectivement. Je pense que autant tu as pu, Alain, te décrire finalement ce que c'est que Collabnext. Alors nous, on prend un peu la chose de l'autre côté, parce que finalement, nous, ce qu'on voit, c'est que on a une pile en fait de gestion d'infrastructure, une pile qui descend très bas en fait, avec nos hyperviseurs. Concrètement, on est entre si vous voulez, il y a le BIOS, mais en dessous du BIOS, il y a le PROS. Mais juste au-dessus du BIOS, il y a nous, en fait, il y a le DOM 0. Donc, c'est-à-dire que nous, on prend les choses très très bas. Et finalement, on a Clever Cloud. Et Clever Cloud, ça va être le côté plateforme. Pas le côté nécessairement plateforme de gestion des ressources, mais le côté plateforme de je propose des outils aux développeurs, je propose des outils aux entreprises. Donc, on a un acteur qui est médian dans ce sens-là, parce qu'il est même plus que médian, il est médiateur. Donc, pour nous, ça nous a
paru comme étant quelque chose d'absolument stratégique. Et effectivement, là aussi, Alain, tu l'as bien dit, en France et en Europe, on a finalement assez peu d'acteurs qui aient une taille qui soit aussi énorme que les acteurs contre lesquels nous sommes en compétition. Je le dis aussi bien au niveau américain qu'au niveau chinois d'ailleurs, parce que bon, faut quand même, voilà. Après, moi, c'est pas mon sujet de venir casser du sucre sur la compétition. Il faut aussi bien se dire quelque chose, c'est que la compétition, elle est bien aussi pour une chose, c'est que ces gens-là font quand même des choses qui marchent. Maintenant, si vous me permettez d'être cynique 2 minutes, mais de le rappeler, ils font des choses qui marchent pas parce qu'ils sont plus intelligents que nous, ça c'est absolument pas vrai. Ils font aussi des choses qui marchent parce que ils ont une commande publique et des financements publics qui sont énormes. À Pékin, comme à Washington. Merci beaucoup. Et donc, question prochaine pour Florent. Comment est-ce que, au sein de la Fondation Eclipse, vous faites justement le lien entre différents acteurs pour favoriser peut-être des partenariats et l'émergence d'écosystèmes? Alors, petit rappel, au niveau de la Fondation Eclipse, on est une fondation open source généraliste. On n'est pas juste un IDE pour ceux qui nous connaîtraient à la base sur l'IDE. On a plus de 450 projets qu'on héberge, donc on est une plateforme pour pouvoir travailler de manière collaborative sur des projets open source. Mais effectivement, on va au-delà de la simple collaboration sur du code. Le code, c'est notre ADN à la base, mais on va favoriser ce que nous on appelle des collaborations industrielles. Donc, au niveau de nos membres, on va mettre en place, on a une vingtaine, même plus d'une vingtaine, maintenant pas loin de 24 ou 25, des working groups ou des interest groups, l'un ou l'autre, ça dépend du niveau de collaboration entre les acteurs. Et on va les faire collaborer au-delà justement du code sur des spécifications, sur des roadmaps, sur de la cohérence au niveau d'un certain nombre de projets. Ça peut être des projets ou des produits qui sont liés au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau du cloud, au niveau des outils pour développeurs. On a même une verticale métier autour de l'automobile où tous nos membres vont collaborer ensemble pour avoir pouvoir définir des spécifications, mais aussi ça peut être aussi un aspect marketing. Donc voilà, toute la puissance, tout ce qu'on sait faire au niveau des projets open source, où on va juste au-delà du code aussi pour les projets open source. On a toute une partie juridique, marketing, communication, dissémination. On va faire la même chose au niveau des collaborations justement industrielles de ces sujets-là, de l'ensemble de ces sujets pour un ensemble de projets, pour des spécifications. Voilà. Et on a lancé très récemment justement avec Clever Cloud et Vates autour, donc un nouvel interest group qui s'appelle Eclipse Cloud, qui est là justement pour pouvoir faire collaborer ces différents acteurs qui parfois peuvent être aussi compétiteurs, parce qu'il y a pas que aussi qui ont démarré. On a d'autres, on a Outscale aussi qui a rejoint le Jean-Baptiste, je me trompe pas, je crois que j'en oublie peut-être une personne, oublie un membre, mais voilà, il y a 4-5 membres qui ont démarré, et pour justement pouvoir collaborer autour du cloud, de l'interopérabilité, de la portabilité, notamment aussi des données, pouvoir migrer ces données, pour faire du multi-cloud de la manière la plus simple possible. Voilà. Et de pas, justement, hier, quand Quentin parlait de la versabilité, et aussi on reste chez Clever Cloud parce qu'on peut en partir. Voilà. Justement, l'idée, c'est de mettre en place toutes ces pratiques, toutes ces bonnes pratiques au sein d'un interest group et que ce soit partagé par le plus grand nombre. Ce qui est intéressant dans c'est fait en open source. Tout est fait de manière, c'est les valeurs de la communauté Eclipse, c'est transparent, ouvert, basé sur la méritocratie, et on a à côté aussi, on a une gouvernance qui fait qu'on est vendor neutral, donc on va pas favoriser un acteur plutôt qu'un autre. Voilà, les règles du jeu pourront pas changer du jour au lendemain. Un mode à la changement de licence comme Elasticsearch par exemple ou MongoDB. Voilà, la fondation est vraiment garante. On est vraiment un tiers parti de confiance pour la collaboration. C'est très important ce que tu viens de dire. Pour nous, l'open source est fondamental dans la manière dont on peut construire des services innovants, dans la manière dont on peut continuer à avancer et à proposer des nouvelles manières de résoudre les problèmes. Et ce sont des briques essentielles. Et on a autour de la table aussi un acteur important de l'open source français, donc l'Inagora, Xavier Guimard, qui est en charge en particulier. Si je peux juste rajouter, j'ai oublié de préciser qu'on est une fondation au niveau aussi, on est une des rares fondations au niveau européen.
de collaboration. Voilà. Et il y a ce côté européen qui est aussi maintenant dans notre ADN et qui fait qu'on est là pour servir les intérêts de souveraineté aussi de l'Europe. Alors Voilà. ça, c'est vraiment un point important que tu soulignes, c'est cette idée que la gouvernance, c'est pas l'open source, c'est pas juste de l'open source et des licences, c'est une gouvernance de fondation qui anime, qui structure et qui donne des directions dans la manière dont on peut fédérer ces projets et accueillir des contributions qui vont évoluer dans un environnement qui correspond à celui qu'on souhaite, l'environnement de régulation, à celui que l'on souhaite avoir pour nos projets. Exactement. Voilà, je m'arrête là. Je vais passer la main donc à Xavier. Xavier de l'Inagora, qui est un acteur important de l'open source français et qui, particulièrement, tu travailles sur les systèmes de messagerie. Voilà, parce que l'open source, bien sûr, c'est important. Je pense que sans l'open source, on ne serait pas là aujourd'hui, aucun d'entre nous, et on n'existerait probablement même pas. Mais quand on parle de troisième voie du numérique, aujourd'hui, la troisième voie du numérique, son principal ennemi, c'est que les gens, ils utilisent Office 365. Ils ont besoin d'une suite bureautique pour travailler. C'est le cœur de la plupart des entreprises. Et nous, l'Inagora, éditeur de logiciels libres depuis très longtemps maintenant, on a choisi de s'attaquer directement à la workplace. Donc nous, notre concurrent, c'est Microsoft, on n'a pas peur. Microsoft, c'est Google. Et donc on construit... Alors évidemment, on est petit, hein, on n'a pas encore l'ambition de les égaler, mais on s'y attache. On construit une suite complète avec le mail, le drive, le chat maintenant, et puis visioconférence, tout ça. Tout ça en assemblage de produits open source que nous auditons en partie, mais pas seulement. Hein, on collabore beaucoup. D'ailleurs, moi, je travaille chez Inagora, je suis aussi membre du projet Debian, hein, en tant que avec droit de vote, hein, ce qu'on appelle le Debian développeur. Voilà, qui est une autre sorte de fondation et que nous utilisons tous ici, très probablement. Voilà. Et donc, pour revenir à l'Inagora, eh bien, nous, notre challenge, c'est d'aller auprès des clients, leur dire, mais la troisième voie du numérique, elle existe aussi en logiciel, elle existe aussi en SaaS. Mais pour que ça marche, on a besoin, nous, d'être sérieux, de faire des bons logiciels, et on a besoin d'acteurs cloud sérieux, parce que, comme vous le disiez à l'instant, les GAFAM, ils ont une qualité, c'est que ce qu'ils font marche. Et que voilà, on se souvient pas du dernier bug de Facebook ou de Google. Voilà. So this is the time to switch to another language. So far, just because Enrico started learning French yesterday night, he just didn't have the time to achieve, the first badge of honor. So just to summarize the conversation we just had, we talked about the innovation and how we work in collaboration, together to achieve certain goals. We talked about open source and foundations and how we develop services based on open source. And you guys at Dynamo Cloud, you've taken a radically different approach, oriented business, B2B2B as an exchange of services. I'll let you explain what you guys are doing. Thanks, JB. Yeah, first of all, we started from looking at the opportunity, and the opportunity is there. Of course, we are in a world where the digital world is growing like hell. So we have all the trends is that the digital market is growing also in Europe, even if Europe maybe is the lower part of the world where this is growing, but it's growing like hell. And the next 3 years, the market is doubling, and that is a fantastic opportunity. The other part of the opportunity is that the European, and is linked to that, European companies have had a limited adoption of cloud until now. So numbers says like 70% of the European organization have less than 50% of their workloads in the cloud, which is pretty a solid base and foundation from starting from. And then we went through the problem. So the problem, could be a technical problem, not having right technology. But then we saw that the main problem is a commercial problem, the relevance of the European companies in this context. So everybody says these numbers. In the past 3 years, the market share of the European cloud service provider almost decreased more than half, and the next 3 years is going to be probably close to zero, and the cloud service provider will be simply reseller of other technologies, American technologies, etc. On the other end, we see that there are a lot of super interesting technologies and offering and services in Europe. The point is that
none of the European cloud service provider, and when I mention cloud service provider, take it from the wide angle, so we include digital provider. So none of them has the relevance, the critical mass, the geographical coverage, the depth of portfolio to be considered and perceived as an alternative to the big guys from the other side of the ocean. JB before told me yesterday there was someone mentioning the fact that when you go and you move to the catalog of AWS, you've got hundreds of services, and I mean you can lose yourself into that. If you go in the catalog of even the bigger European cloud service provider, you will have probably a very limited coverage of that. This is a side of the problem. The other side of the problem is that there is an unanswered demand. So I'm spending a lot of time talking to CIOs of the business, and everybody is frustrated because they don't find these European alternatives. So they struggle. They would really love to have an alternative. I had a conversation with, and this is not a single conversation, but this is very much an example, with the CIO of an Italian pharma company, very famous, and he told me, you know what, I'd really love to have a European alternative to cloud. But for instance, SAP is pushing me to move to cloud, to upgrade to the SAP RISE, and at the moment they're not providing a European cloud alternative. So I'm pushed to move to cloud, and if I move to cloud, I need to go with the hyperscalers. And that's a disconnect between the supply and the demand. There is a demand, and the supply is not able to match this demand. So we started from there, and Dynamo was founded by Francesco Bonfiglio, that was the previous former CEO of GaiaX. So the association that was supposed to build the foundation for a European cloud alternative, based on, and he founded Dynamo because he said at the moment there is not a commercial alternative to this. So European institution, they worked a lot in creating standards, in creating also technologies, in creating aggregation, awareness, consensus. But at the moment, if you go to the market and you want to find an alternative that has the coverage, geographical coverage, portfolio coverage, ability to partner for transformation coverage that they have the big guys, you don't find it. So Dynamo is the creation, we want to create an ecosystem of partners where the partners onboard their own services and put these services at the availability of all the other partners. So you select the service, there must be subscription services, cloud services, of course. You load your services in the platform, and suddenly you have two effects. First of all, your services are visible to the other participant of the platform, and they can use this catalog of services to enrich their portfolio, both from the geographical coverage, but also from the service type, so that they can offer to their own end users and customers a richer portfolio of offering. So it's got the effect of creating an indirect sales channel. On the other end, you will have the possibility to offer to your own customer a richer portfolio. So the two sides of the coin are in the same point. Okay, thank you. So, well, that exemplifies the issue that we're facing sometimes with distribution. Peut-être qu'on va repasser en français pour la suite. Alors, peut-être une question pour toi, Alain, c'est la distribution de services collaboratifs. Une fois qu'on a mis en place et on a bien collaboré, quelle est la stratégie pour arriver? Parce qu'on est fort pour se mettre ensemble, pour faire des comités, théodules quelquefois, travailler sur des voies. Comment on actionne la commercialisation? Alors déjà, je suis très très content qu'on parle de ça. Parce qu'effectivement, souvent, dans le paysage européen et français, il y avait cette idée que c'était pas la question justement de la commercialisation, de la distribution qui est clé, alors que moi je pense que dans le digital, aujourd'hui, c'est ça le problème majeur.
quand on a quelqu'un qui se dit tiens, exactement ce que what you explain, qu'est-ce que je peux avoir comme système? Le premier problème, c'est que les gens vont avoir en top of mind 1 ou 2 noms, 3 noms. Ils vont faire un search sur Google. Donc là, on a bien un effet de lock sur le mental et il faut effectivement être dans ce top 5. C'est pour ça qu'il faut regrouper nos forces. Et donc ça, c'est la question de la distribution. Après, tu poses la question comment est-ce qu'on fait pour mieux distribuer ça et mieux augmenter en termes d'impact. Bah déjà, le fait qu'au lieu d'avoir une dispersion de 10, par exemple là, on est 10 acteurs dans CollabNext, 10 acteurs qui vont chacun de leur côté parler de leur produit et éventuellement dire ah oui, je bosse dans un projet. Un projet, oui, je bosse dans un projet, c'est bien. C'est que du coup, il y a la matérialisation d'un produit. Donc déjà, c'est le passage du projet au produit. C'est pour ça que je me suis permis de donner un prix, même dès ce matin, même si ça peut paraître des fois vulgaire de parler d'argent. Non, quand on achète, voilà, quand on achète des pâtes, on a un prix. On n'achète pas les pâtes, on les emmène à la caisse, on dit alors voilà, il y a un prix. Un produit, c'est un prix. Donc ça veut dire aussi que du coup, les partenaires, eux aussi, aujourd'hui, ils peuvent pousser CollabNext avec un produit, un prix. Et je pense que ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on n'est pas justement dans des offres un peu complexes où on ne sait pas où on va. On est vraiment dans une approche product et il faut aller de plus en plus vers le B2C. Penser comme le consommateur. Il faut que ce soit simple. Il faut qu'on puisse expliquer ça en 2 lignes. J'ai essayé de me faire un pitch là en disant c'est 3 composants, c'est simple. Alors qu'en fait derrière il y a à peu près une 40aine d'applications pour que tout ça tourne. Mais justement il faut revenir à du simple. Donc simplifier, produit. Il y a aussi le fait de jouer le collectif, c'est-à-dire de ne pas penser qu'on va gagner tout seul. Enfin l'effet justement. Alors là c'est plutôt de la maturité de l'écosystème. Mais moi ce que je vois c'est que regarde on est nombreux aujourd'hui. Vous avez mis ça vous à l'agenda. Enfin ça monte. Aujourd'hui c'est un sujet central aujourd'hui. Tout le monde a compris qu'il fallait s'allier. Et en laissant, à un moment donné, quelqu'un prendre le lead sur le business. Voilà, c'est ça le point. Florent, je vais revenir vers toi dans 2 secondes avec une question au sujet de la manière dont on motive des contributeurs à partager quelque chose et à produire de la valeur qui ne sera pas forcément immédiatement utilisable. Mais juste avant, je voudrais interroger et Charles et Xavier sur le modèle économique de l'open source, sur comment vous fonctionnez et comment d'un travail qui a été le résultat et le fruit de contributions de contributeurs bénévoles quelquefois payés par leurs entreprises, comment à partir de code ouvert on arrive à produire de la valeur et à faire vivre des entreprises qui payent leurs salariés. Alors ça, c'est un vaste sujet. Et donc, je vais faire un mini pitch comme je le fais à mes clients. Voilà. Je dis, nous, quand vous achetez une licence Oracle ou Office ou n'importe quoi, ne lisez jamais les conditions générales d'utilisation, hein, parce que ça va vous faire peur. Hein. Nous, quand j'arrive dans les clients, je leur dis, nous, on ne vous vend que de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que notre logiciel, vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'exploiter. Nous, on va vous vendre un service, on va vous vendre une expertise, et on prétend être bon sur nos logiciels. Bon, on les a développés quand même, hein, mais bon. On prétend être bon sur nos logiciels, on prétend être bon sur tout un tas de logiciels qu'on supporte au travers de notre offre Open Source Software Assurance. Et ce que je dis surtout aux clients, c'est que si on n'est pas bon, eh ben, vous changez, vous en prenez un autre. C'est de l'open source. On ne vous crée pas une dépendance. Moi, je l'ai vécu en étant dans l'administration précédemment, où on a mis longtemps à se débarrasser de certaines dépendances, où l'acteur qui gagne le marché public, 4 ans après, quand on renouvelle forcément avec lui parce que on ne sait plus extraire les données, parce que voilà. Et il nous explique, vu la conjoncture, c'est plus 25%. Hein, donc voilà, on voit les prix déraper. Et sur un des grands acteurs du GAFAM, j'ai vu les prix multipliés par 3 pour un service qui n'avait pas changé hein, en 8 ans, pardon. Voilà. Et donc sur le cloud, c'est aussi ce qui arrive. Hein. Amazon, c'était pas cher avant. Aujourd'hui, les factures cloud dans les entreprises, voilà, ça augmente aussi. Donc, mais si on ne peut pas sortir ces données, si on ne peut pas décider et qu'on est dans les mains d'un acteur, bah, on est aussi dans les mains notre porte-monnaie est dans ses mains à lui. Alors, donc nous, l'open source, on explique ça, on vend ça, et les gens qui y croient, et ils sont assez nombreux, mais ils viennent nous voir, et ils acceptent de payer pour de la main-d'œuvre de qualité, hein, des vraies heures de travail. Ce qu'on facture, nous, c'est du travail, c'est complètement transparent. Alors, effectivement, c'est la bonne raison qu'on est un éditeur de logiciels. C'est un éditeur de logiciels libres, certes, mais éditeur de logiciels. Moi, je vais prendre les choses peut-être à un niveau encore plus basique. En fait, il faut se remettre dans l'idée de ce que c'est et des raisons pour lesquelles on contribue
et on crée un projet en logiciel libre. Alors, les raisons sont multiples. Pour créer un projet en logiciel libre, les raisons sont multiples. Mais pour le fait d'avoir des contributeurs, alors surtout quand on a des entreprises, mais quand on a aussi des contributeurs complètement dits bénévoles, qu'est-ce qui se passe? Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles des individus, des sociétés, des universités, des gouvernements, peu importe, vont se mettre à contribuer sur un projet en logiciel libre. Je ne vais pas les énumérer, ça n'a aucun sens. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que bien évidemment, il est quand même assez rare d'avoir 2-3 acteurs qui aient exactement les mêmes intérêts. Mais il y a un alignement de segments d'intérêt de tous ces acteurs, et cet alignement de segments d'intérêt converge vers ce projet en logiciel libre. Qu'ils soient compétiteurs, qui n'aient rien à voir les uns avec les autres, qu'ils soient de pays différents, et j'en passe. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit qu'il existe donc une raison, qui est d'abord une raison, j'allais presque dire, égoïste, pour aller créer ce projet, ce logiciel. Très bien. Ensuite, il est donc développé à la façon des logiciels libres. Je le disais hier, le logiciel libre, c'est assez marrant parce que c'est beaucoup de choses pour beaucoup de personnes et c'est un peu comme la physique quantique, ça dépend du point de vue de l'utilisateur, de l'observateur, parce que selon du point de vue où vous observez, le logiciel libre, c'est pas la même chose. Donc, le logiciel libre, c'est un set de modèles économiques. C'est un type de distribution de logiciels. C'est une philosophie sur les numériques et sur les communs numériques. C'est un système de valeurs. C'est un modèle de coopération. C'est un processus industriel. Ok, très bien. Donc là, vous avez le problème de dire, mais attendez, les gens là qui font du logiciel libre, mais ils gagnent pas leur vie. Parce que qu'est-ce qu'ils vendent au fait? Alors, non. En réalité, vous avez différentes manières de le monétiser. Vous avez le jour homme, vous avez le support. Nous, concrètement, on n'a pas un module propriétaire qu'on vous vend. On dit, bah non, on a productivisé le fait que ce qu'on vous vend, c'est un contrat de support qui, sur un périmètre extrêmement précis, ce qui couvre, en l'occurrence aujourd'hui, un Xen Orchestra, et avec un certain nombre minimum d'hôtes, etc., etc. Ça, c'est un modèle. Mais vous en avez d'autres. Et en fait, ce que vous allez avoir, c'est que vous pouvez innover dans ces modèles économiques. Le vrai sujet aujourd'hui, il n'est pas sur la façon de trouver des nouveaux modèles économiques. Le vrai sujet, c'est la tentation de littéralement tout le monde, depuis les clients jusqu'aux grands, d'aller se dire mais c'est pas grave, c'est du logiciel libre, on va pas payer, de toute façon ça sortira pas d'internet. Bon, ça c'est le vrai sujet. Florent, comment on motive des utilisateurs et comment on fait la promotion d'une fondation qui, a priori, a des aspects de utilisateurs ou bénévolat? des contributeurs? Des contributeurs, pardon, excuse-moi. Effectivement, donc effectivement, je vais rester dans la lignée de ce qu'a dit Charles. Effectivement, là, nous, à la Fondation, on va faire travailler, contribuer sur des communs, des plateformes open source, sur lesquelles justement des acteurs comme ceux qui sont autour de moi vont pouvoir construire des solutions, des produits, les monétiser, trouver un business économique. On va dire, ils vont travailler sur la partie, sur la commodité. Voilà. Après, comment on y arrive? Il y a tout cet aspect mutualisation. Il y a une partie de la réponse qui était là, mais faire du logiciel aujourd'hui, justement, c'est de plus en plus complexe. Donc, cet aspect mutualisation, c'est un espace qui est de plus en plus régulé aussi. Quand je dis c'est complexe parce qu'on peut pousser son projet sur GitHub et voilà, ça y est, je mets une licence, la première qui vient, je suis open source. Oui, mais non, c'est peut-être la partie la plus simple. Après, on le voit maintenant, on en a parlé depuis un certain nombre de jours. Il y a le CRA, le Data Act, les Act, il y a le logiciel est de plus en plus régulé et c'est normal. Il y a les aspects aussi communautaires, dissémination, la partie sécurisation et donc tout ça justement nous c'est quelque chose qu'à la Fondation on fournit pour que les contributeurs et les collaborateurs des entreprises aussi puissent vraiment se concentrer sur ce qu'ils savent faire et le reste, ils nous le laissent.
on sait faire, on leur donne, ils nous laissent, on va pas tout faire pour eux non plus, mais on va organiser des événements, on va leur demander de venir, on va leur fournir tous les outils qu'il faut pour respecter les régulations, le maximum, que ce soit de la documentation, que ce soit des outils d'analyse. On va sécuriser la supply chain aussi un maximum. On va mettre en place aussi des bonnes pratiques au-delà de l'open source sécurité pour justement leur dire venez le faire chez nous, venez contribuer sur justement et d'arriver à des communs open source, des plateformes open source qui soient de qualité et qui soient réutilisables directement par des industriels, par des éditeurs derrière. So we come to the end of this roundtable, and obviously you guessed that I was asking a question to Enrico now. So we talked about the way we can develop, this collaboration. Question to you: if I am a cloud service provider and I am going to use Dynamo, what's the risk of being in competition with competitors, and how am I going to strive, through your distribution? Okay, so first of all, we decided to keep Dynamo as a utility platform for a cloud service provider and not to create an additional competitor. So Dynamo is not selling directly to the business, but Dynamo is creating the utility platform for participants to share their resources and go, each of them retaining the relationship with the customer, but simply with a richer portfolio. Of course, there needs to be a sort of cultural change because many of the cloud service provider, European cloud service provider, strangely enough, perceive as competitors. They're small guys close to them, but not the big guys on the other side that are capturing all the market. And that is one thing. So we need to help this cultural change. The second thing is that for me is very important. If you think also Amazon, Microsoft, and Google, they work a lot with partners. So most of the sales that happens not directly, but happens through system integrators. System integrators have a number of certifications, people certified, go to the customer and say, okay, we've got these capabilities and we can support you in the transformation. And we, on the other hand, the cloud service provider in Europe do not rely on system integrators quite a lot. They perceive system integrators as possible competitor, but because system integrators find more easy to resell the big guys stuff because they have the competence. So I think that this is a cultural change that we need to promote. We need to really think about the fact that my capabilities together with your capabilities can really create an opportunity, but also we need someone that support the business in the digital transformation to cloud. We try to reassure our participants about the fact that there is no direct competition. We just help there to enlarge and enrich their offering. But something needs to be done on the market approach, on the commercial approach from the CSP. So, thank you. So maybe in a nutshell and summarize, we need to create this emulation between the different service providers, maximize the visibility and the distribution of services, and actors like Dynamo as an exchange, would help this. Can I add one? Yeah, very shortly. Very short. We made a sort of a joke. We asked GenAI, what is the European alternative to the top sellers of the hyperscalers? And I tell you that each of the top sellers had a European alternative. The point is that each alternative was not in the single cloud service provider. So the power of togetherness is that we can really create an alternative to existing proposal, but we need to do it together. Okay. Merci. On arrive à la fin de cette séquence. Merci de vos contributions. J'espère qu'on a réussi à vous expliquer la manière dont on pouvait ensemble créer plus d'innovation, plus de croissance, plus de collaboration pour arriver à tracer cette troisième voie qui est chère aussi à l'Inagora et qu'on reprend avec plaisir. Merci Sarah. Question? Il y a quelques questions, mais je crois qu'on est vraiment pressé par le temps. Alors, s'il y a une question très courte. Non, pas. C'était très Alors, clair. il y avait une question très longue peut-être, mais on la prendra pas. Ouais, on est tous là. Merci. Merci beaucoup.